Du fait du coronavirus, la stigmatisation se ferait un chemin bon gré mal gré dans les habitudes des entités sociales, chose qui complexifie désormais la prise en charge dans les hôpitaux. Médecins, aires de soignants et autres personnels de l'hôpital, la tâche qu'on avait l'habitude d'exercer avec passion devient compliquée au point de ne plus toucher les malades. Plus grave encore, lorsqu'on se présente comme victime du coronavirus sur le champ, vous devenez persona non grata. Vous êtes refoulé par ceux qui sont censés vous soigner. Voilà la triste image qui sévit dans la plupart des centres de formation hospitalière depuis l'avènement du Covid-19 plutôt sur le sol camerounais. Comment comprendre cet état de choses? Quelle peut être la cure appropriée pour sortir de cette hantise sociale? Le coronavirus est-elle une maladie de la honte? Quelles peuvent être les véritables solutions pour sortir de cette hantise sociale? Autant d'interrogations qui vont donc nous intéresser ce dimanche. Cette pandémie, on en parlera davantage dans cette émission. Une pandémie qui crée la psychose et arrache des vies. Du coup, des élans humanistes ne lésinent sur aucun moyen pour traduire leur solidarité à travers une mobilisation multiforme. Seulement, celle concernant la collecte des fonds initiée par les partis politiques fait jaser sous le bois sauve. La sortie du ministre de l'administration territoriale condamnant cette action a amené à comprendre qu'il existe une loi qui encadre une telle initiative. Sauf que les initiateurs y trouvent en cette sortie du MENAT de la mauvaise foi. Est-ce vraiment le cas? Nous en saurons davantage en seconde partie de cette émission avec des invités choisis sur le volet. On va donc prendre une petite transition. Mesdames, Messieurs, le temps également de vous souhaiter à tous la bienvenue dans le cadre de cette autre livraison de cet hebdo sur Spectrum Télévision. On revient juste le temps d'une petite transition pour embrayer sur le premier sujet. D'entrée, prenons connaissance avec nos invités déjà en plateau ce dimanche. Dr Roger Toa, médecin de la santé publique, est avec nous cet après-midi. Bonsoir, ou devais-je te dire bonjour, docteur. Bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de découvrir les studios de Spectrum Television. Voilà, il faut signaler déjà que lorsque vous parlez de découverte, c'est la première fois que vous venez en plateau sur Spectrum Télévision. J'imagine qu'il y a des actualités qui vous ont bousculé tout au long de la semaine, en dehors de celles en rapport avec le Covid-19. Bon, évidemment, c'est le travail quotidien parce que je suis médecin de santé publique, mais médecin d'abord. Donc, au quotidien, j'ai en charge des malades, de plus en plus nombreux, des pathologies diverses, mais aussi des malades de Covid-19, beaucoup de cas de psychose également. En dehors de ça, d'autres charges administratives, d'autres charges sociales, donc je suis en réalité très occupé. Voilà, on parlera donc de ces cas de maladie juste à l'heure, notamment ceux ces malades qui sont victimes du coronavirus. On en parlera, actualité oblige. Un autre invité, c'est Dr Somo Maurice. Il est psychologue et chef de service de l'orientation professionnelle à l'université de Douala. Bon après-midi. Bon après-midi, je suis psychosociologue. Voilà, psychosociologue, la précision vaut la peine. Voilà, merci mon cher Narcisse. Merci. Ça, c'est un studio que je connais déjà très bien pour y être passé à plusieurs reprises. Ça, c'est clair. Mais c'est un honneur de t'avoir en face de moi parce que ça, l'occasion ne s'est jamais présentée. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Je sais, sont nombreux. Le confinement oblige. Il y en a qui, de gré ou de force, vont nous regarder aujourd'hui. J'imagine que cette actualité autour du coronavirus, on ne peut plus freiner vos activités au campus. Non, naturellement. Hein, c'est-à-dire s'il y a un secteur qui a été fortement touché, c'est le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, et particulièrement dans les universités, à partir du moment où les campus sont clos, donc fermé, il n'y a plus pratiquement d'activité. Maintenant, le ministre de l'Enseignement supérieur a mis sur pied une stratégie
qui consiste à créer au sein des établissements des formes de conseils scientifiques qui essaient de planifier sur des possibilités d'un relais des enseignements à travers les réseaux sociaux comme on en connaît actuellement. Bon, quel sera l'impact de ces mesures, son implémentation et tout cela? Nous aurons l'occasion d'évaluer tout ça, n'est-ce pas, le jour où le coronavirus nous en donnera l'occasion. Ça dit que le e-learning n'est pas encore en application à l'université. Si le e-learning est très en application à l'université de Douala. Ça fonctionne bien? Et on ne peut pas faire une évaluation d'une chose tant qu'on n'est pas allé au terme de cette chose. On peut faire une évaluation à mi-parcours. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que les institutions universitaires, pour la plupart, je prends le cas de l'IUT par exemple, que je connais très bien, cette institution a à 90-95% des étudiants qui sont dotés au moins d'un ordinateur. Et ceux qui n'en ont pas ont au moins un smartphone. Donc du coup, le e-learning devrait donc être plus facile au niveau de ce type d'établissement. Comme d'ailleurs dans la majorité des universités, vous savez, les étudiants pour la plupart ont bénéficié, n'est-ce pas, du don du chef de l'État à travers des ordinateurs. On peut dire ce qu'on veut là-dessus. Toujours est-il que chaque étudiant est doté d'un ordinateur aujourd'hui. C'était un peu comme si on prévoyait cette situation avant. Le ministre avait prévu cette situation auparavant et c'est donc comme ça que tout le monde, tout étudiant est supposé être à ce jour doté d'un ordinateur et du coup donc ce qui rend implémentable facilement donc le e-learning. Et aujourd'hui, c'est à travers ce que j'ai appelé les conseils scientifiques au sein des établissements et de chaque département qu'une organisation est faite et puis c'est lancé. Maintenant, l'évaluation d'une chose, c'est aussi fonction de ceux qui ont conçu l'initiative, n'est-ce pas? Au niveau des experts du ministère des enseignements supérieurs qui ont mis en place l'initiative, il y a des objectifs qui ont été fixés. Maintenant, au terme d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines, d'ici la fin du mois d'avril, avant que, n'est-ce pas, les cours ne reprennent, on fera, n'est-ce pas, le point pour savoir si l'initiative a été productive, fructueuse ou pas. Voilà, on a hâte de savoir si ces initiatives vont connaître un succès. C'est un secret de Polichinelle. Le Cameroun occupe la première place des pays africains affectés par le coronavirus. Jusqu'à vendredi dernier, le pays vert ou jaune était à 820 cas positifs de Covid-19. Une triste réalité qui crée la psychose au sein de la population. Difficile aujourd'hui de ne pas s'attirer le refoulement de la société pour peu qu'on apprend que vous êtes malade du coronavirus. Alors, docteur Soumo, sur le plan sociologique, voire psychologique, à quoi de telles attitudes peuvent-elles être classées? Donc, disons que la particularité sur le plan psychosocial, sur le plan social simplement, en termes d'impact de cette maladie, l'impact se décline en 2 concepts ou en 2 piliers, 2 paramètres si vous voulez. 2 mots-clés. Il y a ce qu'on pourrait appeler ici la stigmatisation. Et le deuxième mot, c'est la psychose. Donc les 2 allant dans une certaine mesure ensemble, la psychose et la stigmatisation. La psychose, en fait, c'est une peur bleue que les uns et les autres peuvent logiquement avoir lorsqu'ils se sentent menacés. Tout individu se sentant menacé, n'est-ce pas, l'organisme, sur le plan mental, sur le plan psychologique et sur le plan physiologique plus tard, se met dans une forme de catatonie qui constitue une peur. La peur vient du fait qu'on redoute qu'à tout moment on est exposé. Maintenant, cette psychose, cette peur qu'on appelle la psychose, elle est suscitée par un ensemble d'éléments de communication. Ce sont les éléments de communication autour de la pandémie qui vont faire que les gens sombrent ou non dans la psychose. Il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. Lorsque l'individu se sent vulnérable, le niveau de psychose augmente, donc forcément la peur s'empare de tout le monde. Alors, le coronavirus ici a été présenté comme une pandémie pour laquelle il n'existait, ça je mets ça entre guillemets, c'était comme s'il n'existait pas de thérapie. Donc, forcément, les gens ont pensé que c'est une maladie. Lorsqu'on l'attrapait, on mourait. Forcément, lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, elle est suffisamment grave pour que les gens se sentent très vulnérables et disent, tiens, nous ne pouvons rien faire et il faut, on est exposé. Donc, il y a donc ce concept de psychose générale
qui peut être aussi dû au type même d'information que les responsables en charge de la gestion ont dû mettre sur la place publique. Alors, on a vu à certains endroits quand même une certaine sérénité dégagée par les uns et les autres pour dire nous allons maîtriser, nous maîtrisons, il y a des remèdes, il y a. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, voilà, je connais quelqu'un qui s'est mordu la langue entre abcès et tout ça. Alors, le deuxième élément ici que j'ai appelé la stigmatisation. Stigmatiser. C'est-à-dire que voir en l'autre un potentiel objet à son propre malheur. L'autre constitue pour soi un danger. Alors, l'élément fondateur de cette stigmatisation, c'est le caractère très transmissible de la maladie tel qu'il a été présenté. Alors, du coup, à raison de la possibilité d'être contaminé, toute personne qui porte ce virus est perçue comme étant potentiellement dangereux pour la société et pour l'autre. Ce n'est pas absolument faux, mais est-ce à dire forcément que la société ne peut rien faire pour qu'une personne portant le virus soit encadrée de façon à être totalement intégrée dans la société? La preuve, aujourd'hui, on demande aux uns et aux autres de vivre, de se mettre à une certaine distance, la distanciation, mais cela n'empêche que la société, elle, continue d'exister. C'est-à-dire que les gens continuent de s'entraider, de s'appeler, de faire des choses, ainsi de suite. Alors, cette forme de stigmatisation de la personne atteinte du Covid-19 a été l'un des deux piliers, n'est-ce pas, qui constitue la peur bleue que l'on a aujourd'hui. Donc, sur le plan social en général, il faut dire que voilà les deux principales conséquences que le coronavirus aura apportées dans notre société, c'est-à-dire la stigmatisation de l'autre et une certaine psychose générale. Alors, docteur Édouard, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que dans les formations sanitaires, des personnes victimes de Covid-19 plutôt, fassent objet de refoulement? N'est-ce pas à cet endroit que les malades sont censés retrouver la guérison? Oui, évidemment, c'est à l'hôpital qu'on est censé retrouver la guérison. Il faut qu'on se voit l'hôpital à l'origine, dans sa forme originelle, était conçu comme l'endroit où on récoltait, où on recevait toute la misère du monde au XVIIIe siècle. Et tout ça, d'abord l'hôpital qui était construit par le monde religieux. Donc Michel Foucault, le philosophe, a bien théorisé ça dans un de ses livres. C'était vraiment, comme on dit, c'était le côté les lépreux, les premiers patients de l'hôpital. C'était des lépreux, c'était des personnes qui avaient des maladies justement contagieuses. Donc théoriquement, en théorie, c'est ça, c'est l'hôpital. Mais après, l'hôpital s'est constitué comme à la fois une structure où on guérit, une structure administrative où on produit un certain nombre de prestations administratives, mais également l'hôpital est également un lieu où il y a de la vie, où il y a de la circulation entre les individus. Et l'hôpital est principal animé par des humains qui sont le corps soignant. Ces humains qui ne vivent pas dans des îlots, même s'ils ont été formés pour soigner. Ils vivent également dans la société. Ils ont des voisins, ils ont des amis, ils ont des membres de famille. Et eux-mêmes, évidemment, ils ont des personnes, ils tombent également malades. Donc ce ne sont pas des extraterrestres. Pour aller dans la logique du docteur, du psychosociologue, j'allais ajouter à sa théorie une autre théorie en psychologie sociale qu'on appelle la théorie des représentations sociales. Oui. Voilà. C'est-à-dire comment on se représente aujourd'hui le coronavirus. Et tout ça, c'est très important de le savoir. Ça dépend. Est-ce qu'on se le représente, au départ, on se les représentait comme la maladie des Chinois. Après, c'était la maladie des Blancs. Après, c'était la maladie de gens de la diaspora. Et tout ça. Donc, aujourd'hui,
les représentations sociales sont un ensemble d'informations que le cerveau sélectionne et pour garder un peu dans le petit coffre qu'on a derrière, et pour garder une certaine image fixe. Donc aujourd'hui, si le coronavirus est associé à la mort, je pense que probablement c'est à peu près la représentation sociale la plus la plus importante. Aujourd'hui, le coronavirus est associé à la mort. Et toute personne qui a le coronavirus est potentiellement sur le chemin de la mort. Donc c'est le message en réalité qui est véhiculé, c'est la représentation sociale qui circule le plus. Et donc évidemment, on voit en Italie, on sait que à peu près 105 médecins sont morts de coronavirus. À peu près 200 personnels paramédicaux, les infirmiers et consorts. En France, même chose. L'une des premières personnes à mourir de coronavirus en Chine, c'était un médecin qui avait sonné l'alerte sur cette maladie. Alors, le personnel soignant, qui est composé d'humains qui vivent en société, ont logiquement le droit d'avoir cette dégager, de ressentir, d'avoir les mêmes ressentiments que le docteur a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de psychose et tout qui peut évidemment les attaquer. Donc, cela amène à la fois à poser un nouveau regard, à construire une nouvelle communication qui est à la fois ciblée pour toute la population, mais qui est également orienté vers le personnel médical. Ce n'est pas des simples notes, c'est bien beau, on peut ordonner aux gens de ne plus discriminer les gens, mais il faut également soutenir le personnel médical, parce que c'est un domaine qui semble parfois ignoré, mais c'est très important. Dans les formations sanitaires en Europe, chaque fois qu'il y a un décès dans un hôpital, dans un service, il y a une cellule psychologique avec un psychologue qui vient non seulement assister la famille, mais qui assiste également le personnel soignant. Donc le personnel soignant semble solide, mais également il est très fragile et il a également besoin de soutien. Mais il faut évoquer que c'est un problème très grave, puisque déjà une nouvelle expression indique d'ailleurs dans sa parution du 7 avril 2020 que les autres malades sont désormais des personnes non désirées dans plusieurs hôpitaux de la ville de Douala du fait de cette pandémie. Alors, comment sort-on de cette stigmatisation-là? Bon, je pense qu'il faut d'abord apporter un bémol à cette déclaration. Les personnels souffrant de Covid ne sont pas forcément refoulés dans des formations sanitaires. Je pense que... Ils ne sont pas forcément, mais il y a quand même des cas. Il y a des témoignages, Oui, je pense que c'est peut-être des cas sporadiques, mais ce n'est pas des cas généraux. Par le serment que nous avons pris, que ce soit les médecins, les paramédicaux, par notre engagement, je pense que nous côtoyons tous les jours la mort. Nous sommes habitués à côtoyer la mort. C'est vrai que c'est difficile en ce moment parce qu'il y a également une vraie pollution médiatique avec des informations réelles, des fake news, des nouvelles pas toujours avérées qui distillent la panique. Évidemment, si vous entendez en France qu'il y a eu 500 morts, en Italie 800 morts, aux États-Unis 2000 morts, évidemment ça ne fait plus rigoler. Mais dans les formations sanitaires, ce qui est très important, je le dis, c'est le soutien du personnel médical. C'est-à-dire que le personnel médical doit être en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que des personnels médicaux. Aujourd'hui, je connais des personnels médicaux qui font 24, 48, voire 72 heures de garde d'affilée à cause de la charge de travail imposée. Et là, j'imagine que vous interpellez la responsabilité de l'État. De tous les employeurs, parce que dans le secteur de soins, il y a le secteur public, il y a le secteur parapublic, il y a le secteur privé laïque, le secteur privé confessionnel, les hôpitaux religieux, et voilà. Donc, tous les employeurs. Donc, il n'y a pas que les hôpitaux publics. Les malades de Covid se retrouvent en ce moment dans presque toutes les formations sanitaires. Donc, j'interpelle à la fois tous les employeurs parce qu'il y a ce problème de présence en quantité suffisante
du personnel, pour qu'il n'y ait plus la charge de travail, un burn-out. Il y a une maladie sous-estimée, méconnue, qu'on appelle la souffrance du soignant. C'est-à-dire que c'est un état d'épuisement physique et psychologique et de sentiments d'abandon des soignants, si bien qu'en Europe, par exemple, il y a un taux élevé de suicide des soignants. Donc, cette charge de travail, si le personnel est en quantité insuffisante, vous risquez d'avoir des problèmes. Maintenant, en plus, il y a la question de la qualité des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous avez à peu près, dans le coronavirus, à peu près 3 types de patients. Il y a des patients qui vont rester asymptomatiques, il y a des patients qui vont développer des signes mineurs, mais il y a des patients qui vont développer des signes graves, qui ont besoin, par exemple, d'une intubation, de la réanimation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, selon les statistiques, qu'on a assez de personnel pour la réanimation. J'entends des dons de milliardaires, des bonnes volontés aujourd'hui qui disent qu'on va donner tel nombre de respirateurs, tel nombre d'appareils de réanimation, mais est-ce qu'on va également jeter également dans la bataille un nombre de réanimateurs à ce sujet? Donc, en dehors, si on ne peut pas le faire, il faut former le personnel, les médecins généralistes, d'autres. Aujourd'hui, en Europe, il n'est pas rare de trouver un gynécologue, un urologue et tout ça dans des services de réanimation parce que c'est insuffisant. Donc, ensuite, il faut protéger le personnel. La psychose vient d'un sentiment d'impuissance, de vulnérabilité. C'est-à-dire, quand on voit en Italie, en Europe, des médecins, des personnels de soins qui sont hyper protégés. Ils ont des vêtements, des blouses, des casaques, des surblouses, des masques, des visières. Malgré tout cela, ils tombent toujours malades. Ils contractent le coronavirus. Il est logique que les personnels médicaux qui sont sous-protégés en Afrique ressentent un sentiment profond de vulnérabilité. Donc, ensuite, après la question de la protection, il faut la question de la motivation. Et la motivation peut être financière, c'est-à-dire qu'il faut peut-être pas doubler, peut-être augmenter les salaires, doubler les primes d'astreinte, les primes de risque et consorts. Et il y a une autre forme de motivation qui est non financière. Vous le savez, en France, tous les jours à 20h, les populations sortent pour applaudir le personnel soignant, pour dire on est avec vous, ne nous lâchez pas, on vous encourage, vous êtes nos héros. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'encouragement. Ça peut être un encouragement public avec des initiatives comme ça. Ça peut être des encouragements par les différents employeurs. Des lettres de félicitations, des motivations, des encouragements, et ainsi de suite. D'accord. Docteur Somo, on constate de plus en plus que les Camerounais se plient aux gestes barrières édictés par le gouvernement, sauf qu'à côté, on a l'impression que l'autre est devenu un danger pour son prochain, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, et du coup, l'interactivité, il n'a plus sa place. Alors, quelle lecture faites-vous de ces cas de figure, alors de cet état des choses? Oui, vous avez évoqué un concept qui est important ici, l'interactivité. C'est-à-dire que entre les populations, il faut que la vie continue, somme toute. C'est-à-dire que dans un contexte où il est interdit d'accéder à l'autre, de toucher l'autre, faire quoi, il faut bien que ça continue. Mais il y a des espaces forts pour lesquels le là doit être donné. Tout à l'heure, nous avons parlé de la psychose, nous avons parlé de cette stigmatisation. L'hôpital, comme disait le docteur tout à l'heure, est un endroit fondamental qui est le premier à susciter l'espoir dont les populations ont besoin en ce moment. Je crois que c'est à vous que j'ai fait suivre un lien d'une dame qui est arrivée dans un hôpital ici, et qui en réalité se disait, enfin c'était auto-diagnostiqué, appelons ça comme ça, et du coup avait tiré la conclusion qu'elle souffrirait du Covid. Bon, il a suffi qu'elle arrive dans un hôpital pour que le personnel d'accueil qui était là s'en dégage, puis finalement elle a été traînée,
on l'a renvoyée chez elle, ainsi de suite. Bon, je peux pas, nous ne nous arrêterons pas sur cet élément parce on que ne vous verra d'ailleurs ce genre de cas tout à l'heure. Pardon? On ne vous verra d'ailleurs voilà. ce genre de cas tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour que l'interaction entre les populations se passe dans une certaine harmonie, il faudrait que les points saillants, c'est-à-dire que les points rassurants, qu'un accent soit mis sur les points rassurants. Je veux dire qu'il faut commencer par rassurer les uns et les autres par la qualité de l'information qui est donnée sur cette pandémie. C'est très important. Je parle bien de la qualité de l'information. Je vais pas aller loin lorsque je vais parler, par exemple, des médias. Alors, lorsque vous regardez, par exemple, les journaux télévisés, il y a un récit des actions qui sont entreprises par-ci et par-là au niveau de certaines localités pour se mettre en lutte contre le coronavirus. C'est déjà quelque chose d'important. Mais au-delà de cette façon de faire les choses, il y a l'aspect scientifique des choses pour lequel il est important qu'un accent soit mis par les experts sur ce qui est fait pour protéger les Camerounais. Je vais vous dire, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, circulent par exemple comment vous appelez ça, docteur? Lorsque on vous prescrit les prescriptions, des ordonnances qui circulent partout et qui semblent appeler les uns et les autres à une forme d'automédication. C'est ma foi pas rassurant. C'est lorsque l'on ne vous dit pas avec précision, où sont les différents malades et quel est leur état actuel. Lorsqu'on ne vous précise pas l'avancement des recherches sur la chose actuellement dans notre pays, il y a un souci. Bon, il a évoqué la notion de représentation sociale. Effectivement, que pensent nos populations de la pharmacopée traditionnelle? Cet aspect est fondamental parce que depuis quelque temps, chacun se lève pour dire « Moi, j'ai trouvé le remède contre le coronavirus ». Oui, ça peut paraître la blague, mais dans une structuration appropriée, n'est-ce pas, de la riposte contre une pandémie comme celle-là, aucun aspect des choses, à mon sens, ne devrait être laissé de côté. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que sur le plan scientifique, que ce pan de la chose soit un centre d'intérêt d'une structure d'experts qui en réalité pense que la solution à cette pandémie pourrait venir éventuellement du Cameroun. Donc, il y a, pour sortir véritablement de cette forme de psychose, pour faire que les gens soient rassurés, il faut qu'un accent soit mis sur la communication, le type de communication. Tout le monde doit être informé avec précision sur ce qu'il y a. On doit être effectivement informé parce qu'aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire « c'est pas vrai ». Ce n'est pas vrai, on nous dit qu'il y a 12 morts, il y a 10 morts, ce n'est pas vrai, il y en a beaucoup plus. La communication intègre également la rumeur. C'est très important en matière de communication. C'est-à-dire que lorsque des rumeurs fusent de ci et par là, ces rumeurs en fait qui peuvent infester l'opinion publique, il est très important de rassembler ces informations et d'avoir une forme de réplique à la mauvaise information qui peut, elle, s'inviter ici dans l'espace social et donc, du coup, contribuer à fragiliser davantage des gens sur le plan mental. Donc, l'interaction sociale partira par une bonne information, elle partira par une assurance à la fois des pouvoirs publics, mais une assurance qui ne sera pas donnée par un administrateur, toujours par un administrateur. C'est bien qu'une voix d'un administrateur parle, c'est une autorité gouvernementale parle, ça peut rassurer, mais c'est très bien lorsqu'on entend un médecin, comme celui que j'ai en face de moi, vous parler de la chose, vous dire ce qui en est. Ça, c'est davantage plus rassurant. Et il y a également le cadre dans lequel la communication est faite. C'est très important. Lorsque, par exemple, le ministre de la Santé passe sa communication, c'est très important qu'il ait une communication qui s'appuie sur un certain nombre d'expertises avérées, qui ne s'arrête pas à donner des statistiques, à donner l'évolution des choses, qui nous disent par exemple que sur la conduite du professeur X,
voici ce qui est en train d'être fait en ce moment. Sur la conduite du professeur Y, voici ce qui est en train d'être fait à tel endroit, à tel endroit. Parfois, dans le décor même qui est le sien, en arrière-plan, on voit certaines de ces personnes qui sont là et qui sont en réalité la caution scientifique de ce qu'un ministre de la République dit, qui lui n'a rien à voir avec la science. Si les choses ne sont pas faites de cette façon, après les gens pensent que c'est un blabla quotidien qui continue et ça ne contribuera pas à rassurer les gens. Et tant que les gens ne sont pas rassurés que la pandémie est maîtrisée, l'interaction sociale, elle, ne suivra pas. Donc, on comprend qu'il faudrait peut-être repenser la politique communicationnelle pour que les populations soient davantage rassurées. Alors, donc, justement, parler de cette communication en évoquant le volet recherche. Alors, docteur, y a-t-il des avancées au niveau du corps médical quant à la recherche, quant aux vaccins, en fait, qui puissent aider les populations à être à l'abri de ce virus? Alors, sur le volet recherche, je diviserai le volet en plusieurs niveaux. D'abord au niveau international, il y a énormément d'essais cliniques qui se déroulent dans le monde. En ce moment, rien que sur les médicaments, il y a à peu près 53 essais cliniques qui se déroulent à travers le monde. Curieusement, aucun en Afrique, mais énormément... que ce soit en Chine, aux États-Unis, en France, en Australie, en Allemagne, ainsi de suite. Il y a d'ailleurs une polémique qui est née quand certains chercheurs ont maladroitement évoqué le cas d'initier la recherche sur un certain nombre de vaccins en Afrique. Donc, il y a ces protocoles, ces initiatives de recherche qui sont menées à travers le monde. Nous attendons les résultats. En théorie, on pourrait avoir un médicament assez stable d'ici peut-être 2 mois et peut-être un vaccin d'ici 18 mois. Bon, après, il y a des médicaments pour l'instant qui font office de traitement. Vous connaissez le célèbre protocole du professeur Raoul, qui a initié sa recherche sur un certain nombre de patients limités dans son centre de recherche à Marseille. Aujourd'hui, on lui a demandé de faire une recherche à plus large, avec une population plus large. Il a initié il y a une étude baptisée Discovery qui a été lancée au niveau européen, incluant plus de 3600 patients. Donc aujourd'hui, elle est en cours. Mais on a, ce que j'ai lu l'autre jour, qui a une étude sur à peu près 1000 patients qui a livré les premiers résultats, qui semble donner raison au professeur Raoul. Mais je dois également dire que sur le plan du traitement, il y a plusieurs, chaque pays, surtout occidental, essaye d'annoncer qu'ils ont la molécule miracle. Il y a la Russie qui a annoncé qu'ils avaient la mefloquine, qui est curieusement un antipaludéen. Et le professeur Raoul, lors de son interview, a dit que probablement un certain nombre d'antipaludéens en Afrique sont à peu près sensibles au coronavirus. En fait, le coronavirus est sensible à ces antipaludéens. Maintenant, en ce qui concerne, après le niveau international, il y a le niveau national. Le volet recherche sur le plan institutionnel est accordé ou alors désigné par le ministère de la Recherche scientifique. Bon, on aurait personnellement voulu, moi personnellement, j'aurais pensé que la recherche devait être rattachée aux institutions universitaires pour qu'elle soit une recherche universitaire, pour que des étudiants de master, de doctorat ou de post-doctorat puissent mener la recherche et que la recherche soit plus en fait dynamique. Aujourd'hui, peut-être que c'est une recherche assez bureaucratique et tout ça, avec nous manquons probablement de laboratoires équipés, nous manquons probablement de chercheurs motivés, bien payés, de projets de recherche qui ne sont pas financés. Donc, c'est quand même un problème. Nous avons tous suivi la ministre de la Recherche scientifique dit que un des instituts dont elle a la charge
étaient capables de produire de la chloroquine et qu'ils avaient reçu l'appui du président de la République. Parlant justement de ces chloroquines, on va rappeler que à travers sa sortie, le ministre de la Santé publique a validé, n'est-ce pas, ces travaux-là qui, dans le but, n'est-ce pas, de fabriquer de la chloroquine. Alors, comment le corps médical, sur le plan national, a-t-il accueilli cette information? Parce que tout à l'heure, vous évoquez le fait que vous ne soyez pas associé, n'est-ce pas, dans ces recherches-là. Bon, théoriquement, le corps médical est favorable à toute initiative qui peut favoriser la disponibilité des traitements. Mais personnellement, je suis un peu plus réservé parce que je pense que le rôle du ministère de la Recherche et surtout des chercheurs est de mettre au point des molécules, de trouver les principes actifs des molécules, de dire qu'on a trouvé la chloroquine sur telle écorce, sur tel arbre, et ainsi de suite. Après, les gens qui doivent prendre leur recherche, c'est les industriels du secteur pharmaceutique. Parce que pour la productivité, pour booster la productivité industrielle, il faut deux éléments. Il faut un, le capital, et deux, la force de travail. Et ce n'est pas le ministère qui a les capitaux. Les capitaux sont détenus par les hommes d'affaires et un certain nombre de mécènes et de firmes. Et deuxièmement, la force de travail. Je ne suis pas sûr que le ministère ait assez d'experts. Ils ont des chercheurs, mais je ne sais pas s'ils ont assez de pharmaciens industriels, de logisticiens, d'un certain nombre de personnes qui sont capables de produire la chloroquine en quantité industrielle. Donc pour moi, je pense que peut-être on peut dire qu'en période de pandémie, avec l'appui gouvernemental, ils vont peut-être améliorer les capacités. Mais pour moi, on doit profiter de ce moment, de la crise, pour rebooster l'industrie pharmaceutique locale. Très bien. Je ne vous coupe pas la parole, Doc, parce que là, quand tu évoques l'idée de booster l'industrie pharmaceutique locale, je vais vous prendre un exemple simple. Une institution comme l'IUT de Douala a un laboratoire très important. Un laboratoire de chimie industrielle et pharmaceutique, conduit par le professeur Jacques Etamé, professeur Bignaka, qui conduisent aujourd'hui à la production des gels hydroalcooliques produits ici. Ils en produisent, ils ont une capacité opérationnelle qui est très forte, et ceci avec l'aide d'un groupe d'étudiants. Et la fiabilité de ce gel, parce que ce n'est pas tous les gels qu'on a à l'extérieur qui sont forcément fiables, a été prouvé parce qu'il est testé par le même laboratoire. Donc c'est voilà une initiative qui, à mon sens, devrait être encouragée, c'est-à-dire que l'État devrait donc, à mon sens, encourager ce type d'initiative en peut-être recommandant au niveau de certaines structures, n'est-ce pas, l'utilisation pour que ce genre d'industrie puisse grandir et peut-être faciliter également la riposte. Vous avez parfaitement raison, mais je voudrais aller plus loin. Oui. C'est-à-dire que ces structures doivent produire des brevets. Ces structures doivent produire des brevets et que des industriels doivent acheter et les mettre et produire en grande quantité. Aujourd'hui, on a un certain nombre, je sais qu'il y a à peu près 3 ou 4 firmes pharmaceutiques, tout ça qui débutent. On doit pouvoir encourager, peut-être avec des mesures fiscales, et parce que la fiscalité sur l'industrie pharmaceutique va plus loin. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir peut-être dire que si vous produisez du gel, vous produisez de la chloroquine, vous êtes défiscalisé, et tout ça peut-être pendant 5 ans. On peut dire comme ça, c'est une mesure institutionnelle. Et même aller plus loin. Aujourd'hui, pourquoi l'industrie générique, des médicaments génériques ne prospère pas? C'est à cause de la fiscalité. L'une des causes, c'est de la fiscalité de porte qui est très élevée sur les intrants de pharmacie, de produits pharmaceutiques. La plupart, le marché, la fiscalité de porte, c'est la douane. Les intrants des médicaments génériques sont produits en Inde, en Chine et un certain nombre de pays asiatiques. Et à la douane, ils coûtent aussi cher que les médicaments usuels. Donc, statistiquement, quelqu'un ne va pas payer des intrants aussi cher pour produire et vendre encore plus cher. Donc, ils préfèrent donc importer directement les médicaments. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a une industrie pharmaceutique qui ne décolle pas. Donc, on devrait profiter de ce moment pour défiscaliser, par exemple, tous les intrants
des médicaments génériques pour qu'on puisse les importer, que ce soit en Inde, au Nigeria ou en Chine, et ainsi de suite, pour pouvoir donc booster, par exemple. On n'a pas besoin qu'une firme pharmaceutique, par générosité, nous envoie 100 millions de comprimés de quinine. On a besoin qu'on nous envoie, qu'on ait assez d'intrants. Aujourd'hui, il y a 10 ans, le Cameroun produisait à peine 5-6 pharmaciens par an. Aujourd'hui, le Cameroun produit à peu près 200 à 300 pharmaciens par an qui travaillent comme vendeurs dans les officines, qui sont commis de pharmacie dans les hôpitaux de district, les centres de santé, ainsi de suite. C'est du gâchis. Ces pharmaciens, si l'industrie pharmaceutique est boostée, ils peuvent travailler pour booster c'est ça que j'appelle la force de travail. En raison du domaine de la recherche et d'un point de vue personnel, on va rappeler que vous êtes médecin, donc il n'y a pas meilleure personne à qui poser cette question, c'est à vous. Quelle idée que vous faites de la chloroquine? Alors, moi, personnellement, sur mes recherches personnelles, je sais que la chloroquine a démontré son efficacité in vitro. C'est-à-dire qu'en laboratoire, a démontré son efficacité in vitro sur un certain nombre de virus tels que le coronavirus et d'autres virus apparentés également. Maintenant, in vivo, c'est-à-dire sur l'être humain, il va falloir qu'on mène des études beaucoup plus approfondies. La chloroquine a été vendue pendant longtemps au Cameroun pour un traitement antipaludéen. Il a été retiré du marché pour des résistances qu'on rencontrait dans le traitement du palu et qui étaient remplacées par les dérivés de l'artémisinine. Donc tous les médicaments que vous avez, Coartem, Coarinate, Malacur, un certain nombre de artéméter et tout, ce sont des dérivés de l'artémisinine. Donc c'est à l'époque, je veux dire que c'était un médicament qui était assez efficace contre le palu. Sa classe de médicaments, c'est les aminoalcools. Aujourd'hui, est-ce que ce serait efficace contre la chloroquine? Les premières recherches du professeur Raoul à Marseille disent oui. Maintenant, l'inconvénient, on dit qu'il y a beaucoup d'effets indésirables, notamment cardiaques, parce que ça crée des dysfonctions, c'est-à-dire que des troubles du rythme cardiaque, notamment sur l'électrocardiogramme, l'allongement de l'espace QT. Bon, c'est un terme un peu professionnel, mais en fait, on trouve des anomalies au niveau cardiaque chez un certain nombre de personnes. Évidemment, il y a également des effets indésirables dermatologiques. Beaucoup qui ont bu la chloroquine ont eu un certain nombre de prurites qu'on appelle vulgairement des mangeusons. Donc, quand on met un médicament comme ça, il faut qu'on prouve son efficacité, mais il faut également qu'on prouve son innocuité. Et donc, pour l'instant, par précaution, puisque on va dire on va procéder par analogie en se disant, si les autorités françaises ont mis en place, ont autorisé l'administration de chloroquine, on peut penser qu'en attendant que nous également, on mette un certain nombre de choses en place, qu'on ait un protocole validé par nos conseils scientifiques et les autorités sanitaires, on peut également administrer de la chloroquine sous réserve d'un certain nombre de précautions médicales. C'est-à-dire qu'on va faire des examens, par exemple cardiologiques, pour savoir si le cœur de la personne peut supporter, parce qu'il faut quand même prendre la chloroquine pendant 10 jours, ce qui n'est pas une petite affaire quand même. Donc il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Maintenant, après, il y a des expériences privées de confrères qui disent que parfois ils ont mis d'autres antipaludéens usuels hein, et tout ça, et ça a semblé marcher. Donc, tant que ce n'est pas validé encore par une étude... Non, moi j'ai un problème avec ce développement. Donc j'ai un problème avec ce développement. C'est un sérieux problème avec ce développement parce que nous ne pouvons pas comprendre. Lorsque des informations nous parviennent, c'est vous qui avez donné des statistiques, quelques informations tout à l'heure. On parle de 2000 morts aux États-Unis hier. On parle de 650 morts en France. On parle de 700 un peu partout. On vous dit, voilà des morts. On vous dit, dans un petit pays comme le Cameroun, appelons ça petit entre guillemets,
on approche déjà les 1000 malades. Ouais. Alors, nous avons peur. Les gens ont peur. Et ce que les gens veulent écouter, le discours qu'ils veulent écouter, c'est on a trouvé un remède, voilà, il s'appelle ceci. Et l'information du professeur Raoul est passée comme la bouée de sauvetage, c'est-à-dire que celle qui sauve l'humanité. On en est là. Donc, entre-temps, vous, en tant que médecin, vous dites, avec une terminologie qui est appropriée à vous, il y a des essais cliniques qui sont en train d'être mis en place. On va voir la valeur thérapeutique. On est parti de in vitro, in vivo et tout ce que vous voulez comme emballage. Entre-temps, voilà quelqu'un qui au quartier, lui, va être contaminé contre le coronavirus. Et on lui a dit que le professeur Raoul, mondialement connu, a dit que la chloroquine soignerait. Alors, Soignerait. Okay. J'ai dit soignerait, c'est vous qui dites que le professeur Raoul a dit la chloroquine soignerait. Okay. Mais l'opinion publique dit que le professeur Raoul a dit que la chloroquine soigne, et il a dit que la chloroquine soigne. De grâce, est-ce que vous, en tant qu'expert en matière de santé, vous pouvez dire, ok, pour le moment, pendant que nous sommes dans nos messes intérieures là-bas, il y a un remède qui soigne, qui s'appelle la chloroquine, qu'il faut systématiser. Et c'est ça le vrai problème. Non, et je dis, lorsque le ministre de la Santé parle, il a dit on a autorisé la chloroquine, oui, on a utilisé sous réserve de ceci, sous réserve de ça. Ce discours n'est pas rassurant. Justement, non, donnez-moi pour relancer. Parce que je veux corroborer un peu, je veux relancer par rapport à la suite des propos du docteur Somo. Lorsque le ministre de la Santé publique dit qu'il valide la fabrication de la chloroquine, qu'est-ce que cela sous-entend selon vous? D'abord, je voudrais dire que le professeur Raoul est certes brillant, mais ce n'est pas une autorité sanitaire. Même dans son propre pays, il est contesté. Non, mais bien sûr. Écoutez, je vous dis, le professeur, écoutez, je vais vous dire. Le président français a créé une commission scientifique de validation en fait de recherche sur le médicament. D'accord. Où le professeur Raoul a démissionné, où il est parti, où il a claqué la porte. Il a dit, je ne suis pas là. Mon médicament, il est bon, il est valable et je ne veux pas de discussion. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que qu'il ait raison ou pas, il ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique dans son pays. Un. Deuxième chose, l'autorité sanitaire sur laquelle tout le monde attend les directives, c'est l'OMS. Si l'OMS édicte un certain nombre de protocoles et dit voilà ce que je recommande pour les pays africains ou les pays du monde pour le traitement, voilà la chloroquine et tout ça c'est bon. Donc, troisième chose, je voudrais dire que ce n'est pas le professeur Raoul qui a découvert la chloroquine. La chloroquine a été essayée en Chine. La Chine a essayé à peu près 97 produits, y compris la chloroquine. Donc, même là-bas, des résultats sont mitigés. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon. Donc, on ne va pas, désolé, parce que le professeur Raoul est une sommité, parce qu'il est à Marseille, nous avaler ça. On accepte sous réserve, parce que c'est lui, même en France, le protocole qui... Entre-temps, nous proposons quoi? Non, évidemment. C'est ça, entre-temps, nous proposons quoi? Non, écoutez bien. On a dit, on accepte. Ce que vous ne savez pas, je parle, le professeur Sobgui, qui est le conseiller médical de l'hôpital central, qui prend en charge un certain nombre de... lors d'une de ses interviews, dit qu'ils ont essayé un certain nombre de molécules. Aujourd'hui, nous sommes encore, je vais dire, théoriquement en phase d'observation. Je pense que d'ici peu, parce que le ministre de la Santé a créé toute une commission scientifique autour du coronavirus, cette commission scientifique va dire, OK, voilà, nous avons pris un certain nombre de patients en charge depuis le début, voilà ce que nous avons fait, et maintenant, voilà les recommandations nationales que nous édictons. Cela peut-il pas se faire de façon périodique?
Parce qu'on a comme impression que le corps médical camerounais est silencieux sur... Non. J'ai bien dit ici que, en attendant... Il faut en même temps rassurer les populations. Non, j'ai bien dit ceci. En attendant, nous appliquons le protocole du professeur Raoul sous réserve d'un certain nombre d'examens. Ça veut dire, par exemple, cardiologique. Vous n'allez pas soit tuer quelqu'un en voulant le soigner. Si quelqu'un avait des problèmes cardiaques, vous n'allez pas lui administrer un traitement qui est à risque de l'emporter. Maintenant, il faut également penser que nous sommes aujourd'hui, je veux dire quasiment au début de la pandémie. Et cette épidémie, ce virus, n'est pas encore correctement maîtrisé par les chercheurs et les scientifiques du monde entier. Les chercheurs chinois, français, américains et tout, c'est une maladie qui est aujourd'hui, je veux dire, qui garde encore une part de mystère. Vous le savez, vous ne le savez pas aujourd'hui, on vient d'établir qu'il y a 3 souches de coronavirus circulant dans le monde. 3. Donc c'est un virus qui mute, qui bouge énormément. Donc vous ne pouvez pas rester figé, vous ne pouvez pas avaler une instruction scientifique comme parole d'évangile. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi j'aimerais que le corps médical, les scientifiques du Cameroun se réveillent pour booster la recherche, parce que nous on a besoin qu'on ait une typologie, qu'on ait une étude qui caractérise la typologie par exemple des patients qui meurent de coronavirus. Parce que c'est ça en réalité que vous aurez dû me poser comme problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit 1000 morts en Chine, 1000 morts, 2000 morts aux États-Unis et tout. Nous sommes aujourd'hui au Cameroun à, je crois, 12 morts pour à peu près 800 personnes, pour à peu près un taux de létalité d'à peu près 1,3%, contre 10% en France, 12% en Italie et à peu près 11% en Espagne. Aux États-Unis, c'est en train de grimper. Donc, nous devons, nous également, avoir une cartographie, une typologie exacte des personnes que le corona tue. Parce que c'est comme ça qu'on mesure l'impact d'une stratégie en santé publique. On la mesure en termes de taux de mortalité, en termes d'augmentation de l'espérance de vie et en termes de qualité de vie. Et donc, aujourd'hui, on doit établir ça. C'est-à-dire, on ne doit pas forcément lutter, entre guillemets, seulement lutter contre la contamination, mais on doit lutter contre la mortalité. On doit préserver, on doit savoir qui meurt et les sauver. Ça, c'est le premier axe de recherche. Le deuxième axe de recherche, c'est évidemment de trouver les molécules qui sont efficaces en Afrique, pour ne pas dire au Cameroun. Peut-être que, qui sait, ce taux de mortalité, ce taux de létalité assez bas est peut-être dû au fait que les Africains prennent un certain nombre de molécules qui sont assez efficaces. Et c'est d'ailleurs, c'est là où la recherche doit en réalité s'appesantir. Voilà, pour sortir, on a que quelques minutes. On en est à la deuxième phase d'expérimentation de ce Covid au Cameroun. Alors, comment fait-on pour atteindre le risque zéro? Bien, non, le risque zéro, les médecins, les experts de la santé nous diront le risque zéro. Nous qui observons la société, nous avons une société qui vit dans un espoir constant. C'est-à-dire chaque matin, lorsqu'un Camerounais se réveille et qu'il allume son smartphone ou sa télévision, il voudrait avoir une information qui lui dise que les experts en matière de santé au Cameroun a déjà trouvé le remède miracle contre cette pandémie. Nous voudrons écouter que les chiffres de ce qu'il appelle la mortalité, la létalité, que ces chiffres ont baissé. Voilà l'espoir qui va nous faire sortir de là. Mais pour que cela sorte de là, je vais vous dire, si les Camerounais, dans l'ensemble, sont convaincus qu'il y a une solution à cette chose, il y a une continuité de la représentation sociale sur la dimension physiologique des individus. C'est-à-dire que lorsque je suis convaincu que je suis invulnérable face à une pandémie, parce que je suis rassuré par ceux qui sont autour de moi, naturellement, mon organisme se met dans une situation de défense naturelle.
Cette défense naturelle va faire que, effectivement, nous allons développer tout naturellement un certain nombre de résistances par rapport à cette pandémie. Mais cela, je le dis une fois de plus, ne va l'être que lorsque notre corps de santé, les experts en matière de santé vont à leur niveau nous rassurer. Je suis désolé, je ne parle pas d'ici avec les assurances. Le médecin ne doit pas donner les assurances. Lorsque je parle ici. Voilà, la question, c'est en fait, non, désolé, je ne vais pas le rassurer. Parce que la question, c'est comment l'épidémie finit. Hein, je pense. Alors, je vais être vraiment triste de ne pas le rassurer. Même si on a un traitement demain, l'épidémie ne finit pas. L'épidémie va finir quand nous aurons atteint ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire que quand le virus, quand nous serons un certain nombre, une proportion de la population sera immunisée et pour que le virus ne circule plus. Et c'est à peu près, nous aurons atteint cette immunité collective quand nous aurons à peu près un taux de 60% de personnes qui seront immunisées de façon collective. Il y a une variable en épidémiologie qu'on appelle le taux de reproduction du virus. C'est-à-dire que le nombre de personnes qu'un virus le nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer lors d'une épidémie. Par exemple, il est d'à peu près 15 pour la rougeole, 5 pour les oreillons, 3 pour le VIH et pour le coronavirus, à peu près 2,4. Et donc, l'épidémie s'arrête quand ce taux est inférieur à 1. C'est-à-dire que si nous sommes 60% qui sont immunisés, ça veut dire que les 40% et tout ça, mathématiquement, ne pourront pas en fait contaminer les 60% et l'épidémie va finir. Donnez-moi 10 secondes un peu pour finir. Très rapidement. Et comment on atteint l'immunité collective? Il y a 2 voies pour atteindre l'immunité collective. La première voie, c'est le vaccin. Il faut vacciner les gens. Et tout ça, si on vaccine un certain nombre de la population, elle va atteindre l'immunité collective. Mais pour qu'on vaccine, il faut qu'un vaccin soit disponible et il faut qu'il soit stabilisé. Il faut qu'il soit au Cameroun. Pour qu'un vaccin arrive, il ne faudra pas espérer avant 2023-2024. La deuxième voie pour atteindre l'immunité collective, ce n'est pas l'immunité naturelle. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont contracter le virus, vont résister et après, vont résister et seront immunisés. Donc, ce nombre de personnes atteint 60% et tout ça, nous serons à peu près immunisés. Mais cette stratégie, évidemment, est risquée parce qu'évidemment, elle peut balayer les personnes les plus faibles, telles que les personnes âgées et certaines personnes porteuses de comorbidité. C'est d'ailleurs pour cela que paradoxalement ou accidentellement ou involontairement ou pas, la stratégie du gouvernement actuel n'est pas mauvaise, qui est celle, non pas de confiner les gens pour qu'ils ne soient pas complètement en contact avec le virus, mais de freiner, de faire de la régulation sociale pour que même si, c'est-à-dire on dit aux gens, distanciation sociale, port de masque et tout ça, pour freiner, pour ralentir la contamination du virus, pour que les gens vont peut-être être contaminés, mais ce sera progressivement et les hôpitaux ne seront pas débordés. D'accord, merci. Merci, docteur Roger, toi, d'être passé par ici. Merci. Oui, ok. Vous êtes un peu distrait. Docteur Maurice Somo, psychosociologue, merci. Merci de m'avoir invité. Je vais d'abord continuer de croquer mon ginger. Bien sûr. Non. Pour dire 2 secondes, franchement, je recommande à toutes les potions de grammaire qui sont douces. Hein? Citron, citronnelle, ginger et tout. Mais et les boissons chaudes aussi. Oui, boissons chaudes. Je serais beaucoup plus prudent sur un certain nombre d'écorces qu'on voit dans les bidons et tout, parce que il faut savoir qu'on ne connaît pas les dosages, on ne connaît pas toute la composition, et il faut faire attention parce que ça peut être dangereux pour le foie, dangereux pour le rein. On peut être en train de lutter contre le coronavirus et après finir insuffisant. D'accord, merci bien. Merci bien. Bon retour à vos occupations et surtout bon dimanche. On va donc le temps de permettre à cette équipe de quitter le plateau. La seconde équipe va donc entrer dans quelques secondes seulement. On va signaler que nous avions donc en plateau tout à l'heure Dr Somo, psychosociologue, et également Dr Roger Toit, qui est médecin de la santé publique. On prend une petite transition lorsqu'on y revient. C'est pour embrayer sur la seconde problématique.